Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonjour à tous, c'est excellent, votre rendez-vous avec les parcours d'exception qui font briller la France, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Et ce soir, on se fait plaisir. Ah, ça groove. Capacity to Love, Ibrahim Malouf et Grégory Porter sur Sud Radio. Alors pour vous, pas de limite à l'expression artistique, Ibrahim. Vous vous essayez d'ailleurs pour la première fois en tant que comédien aux côtés de Thibaut de Montalembert en ce moment. Enfin, vous venez de terminer aujourd'hui d'ailleurs. Dans Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. C'était au théâtre du 13e art, dont la dernière, donc je viens de le dire, était aujourd'hui, sans compter votre concert à venir du 17 avril au Grand Rex, qui est déjà complet, Ibrahim Malouf, et celui qui suit dans un lieu surprise. Peut-être que vous nous le dévoilerez, on va le savoir, le dévoiler ou pas. Et puis votre tournée aux États-Unis qui arrive aussi, sans oublier, Ibrahim, que vous êtes le premier instrumentiste libanais nommé aux Grammy Awards il y a peu, grâce à votre album Queen of Sheba avec Angélique Kidjo. Bravo, c'est excellent, bienvenue. Merci. Avec plaisir. Depuis les premiers pas de Caron dans l'univers des parfums en 1904, la maison a su préserver son héritage tout en se renouvelant grâce à des nés talentueux. Et c'est celui de Jean-Jacques qu'elle a choisi désormais, celui qui se fait réveiller la nuit par ses idées de création. Il voyage autour du monde pour rapporter des senteurs audacieuses à l'origine de nouveaux parfums emblématiques. Voici un univers de finesse et de précision qui incarne l'excellence, il va sans dire. Vous allez nous raconter tout cela et plus encore, on l'espère. Jean-Jacques, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bienvenue. Et puis, c'est excellent, chers auditeurs, bienvenue chez vous. Alors Ibrahim Malouf, comme je le disais en introduction, vous êtes sur scène, enfin vous avez été sur scène, vous venez de terminer aujourd'hui, c'était pour la première fois, vous étiez comédien aux côtés de Thibaut de Montalembert dans Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. C'était au théâtre du 13e art, ça s'est terminé là et on écoute comme un des petits films annonces un peu rigolo. Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute. Le titre. Quoi, le titre? C'est un peu long quand même, non? Genre, un homme qui... Le truc qui s'arrête jamais. Ah, maintenant que tu le dis, ouais, je sais pas. Ça va, les mecs? Oui, très bien. Super, super. Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui l'écoute. C'est donc un titre très long, Ibrahim Malouf. Pourquoi ce titre? Est-ce que vous le savez déjà? Oh, c'est un extrait d'un des livres, je ne sais plus lequel, mais de Kamel Daoud. Et cette pièce écrite et mise en scène par Denise Chalem est très très fortement inspirée des textes et des chroniques de voyage de Kamel Daoud. Alors justement, Kamel Daoud, c'est quand même le prix Goncourt du premier roman. Et ces chroniques, elles étaient publiées au Point. Puis Denise Chalem, c'est pas n'importe qui non plus, cette metteuse en scène. Elle a eu Grand Prix du théâtre de l'Académie française, Molière du meilleur spectacle de création française. Donc elle a en fait, à partir de ses chroniques, écrit cette histoire d'amitié profonde entre un Français et un Algérien que tout sépare, origine, métier, géographie. C'est bien sur scène, là, cette fois-ci, que la création du lien hors frontières, hors préjugés se joue, et ça, c'est toute la pièce, en fait, Ibrahim Malouf, c'est ça le message, quoi. C'est un peu ça, et puis, bon, moi j'aime bien aussi l'idée que Thibaut de Montalembert, qui est quand même comte, il faut savoir qu'il est comte, vraiment, il est comte de Montalembert. Dans la vraie vie. Et moi, donc, Ibrahim, en fait, on a inversé les rôles, donc je joue, moi, le Français, qui s'appelle Pierre, et lui joue l'Algérien, qui s'appelle Zireg. Et donc, j'aimais bien l'idée que Denise a eu de nous faire, voilà, de nous mettre, de nous donner cette occasion de nous mettre dans la peau de l'autre. Je trouve que on est à une époque où on manque beaucoup d'empathie. Ouais. Et que d'un seul coup, de jouer sur ça, à une époque aussi où tout est un peu clivant. Un arabe qui joue un français, c'est le français qui joue l'arabe, c'est un peu facile comme ça, mais en réalité, ça devient de plus en plus compliqué de faire ce genre de choix aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai trouvé ça assez gonflé de sa part. Et c'est ce qui vous a plu, quoi. Entre autres, en tout cas. On plonge donc dans l'intimité des deux personnages. Pierre, le musicien qui souffre de ne pas pouvoir faire hurler sa trompette que vous jouez dans son petit appartement parisien, puis Zireg, son ami écrivain, qui est joué par Thibaut de Montalembert et qui l'invite à venir s'isoler dans sa maison d'enfance pour se parler et s'opposer. Alors cette réflexion, pour continuer sur l'idée des liens qui unissent les êtres en fait, elle reflète aussi la majorité de vos créations, Ibrahim Malouf. C'est peut-être pour ça que vous êtes reconnu dans cette histoire, parce que vous créez le lien, vous êtes pour l'amour, vous êtes quand même, vous avez un message très positif. Peut-on être contre l'amour? Je sais pas. Peut-on être contre le fait de connecter des liens? Non, mais
disons que... Il y a des gens qui ne sont pas forcément pour, hein, vous savez. On va dire qu'il y a des gens qui ne sont pas doués pour, mais je ne peux pas imaginer un seul instant qu'on n'ait pas la volonté. On arrive sur une planète, de naissance, par définition, on crée un lien avec nos parents, avec des jeunes qui ont notre âge, etc. Puis on évolue à travers ce lien. Après, on peut être dégoûté par ce lien et puis avoir envie de le détruire, mais ça c'est un autre débat. Ouais. Mais l'idée qu'il y a quand même un peu derrière cette pièce, elle me parle beaucoup parce qu'on est, et là je me répète un peu, je radote un peu, voilà, et ce clivage qui consiste aujourd'hui en fait à nécessairement être obligé, être sommé d'avoir un avis sur tout, et surtout sur la politique, sur la religion, sur des sujets un peu compliqués, d'être obligé d'avoir un avis, d'être obligé de se positionner, ou alors si on dit rien, c'est qu'en fait on est pour ou qu'on est contre, ou etc. Cette époque-là, elle est un peu inquiétante, je trouve. Ça a été exacerbé par les réseaux sociaux parce que tu peux pas donner un avis en 140 caractères. Tout est beaucoup plus compliqué que ça. Si tu résumes tout en 3 phrases, c'est nécessairement que tu vas ou bien essentialiser, donc faire des amalgames, ou bien décontextualiser, donc prendre un élément, le mettre parce que ça t'arrange, mais en fait en réalité c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc cette pièce en fait, elle remet un peu en avant la nécessité de débattre, et donc ces 2 amis qui se respectent beaucoup, qui parlent comme des amis, et donc qui se disent tout, du coup. Et qui se disent tout. Ils sont pas toujours d'accord. Voilà, alors c'est pas le débat avec ce côté très intellectuel, etc., mais c'est une discussion à 3 moments différents de leur vie, entre 2 amis qui osent se dire des choses de manière très franche parfois, et qui sont d'accord de ne pas être d'accord. Chose qui se perd aujourd'hui, je trouve. C'est joliment dit. Et on imagine que travailler avec un comédien aguerri tel que Thibaut de Montalembert, c'est comme faire une prépa comédien en avance rapide, quoi. Hein, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous m'avez fait une sorte de formation rapide en 1 mois et demi, 2 mois. Mais bon, j'avais envie, parce que Denise m'a vraiment donné envie de faire cette expérience-là. Parce que Thibaut, c'est quand même pas n'importe qui. Comédie française aussi. Un très grand acteur, très grand comédien. Il a tout fait dans sa vie. Du doublage à des rôles hyper populaires et même à dimension internationale. Aujourd'hui, il joue avec Michael Douglas. C'est quand même quelqu'un qui sait absolument tout sur ce qu'est la comédie, le cinéma, les séries, la télévision, etc. Donc, être formé pour une première expérience par quelqu'un comme lui, c'est juste extraordinaire. Oui, bien sûr. Et puis, alors, les thèmes que vous abordez, c'est aussi l'introspection, la recherche de soi. Vous vous mettez comme à nu, parce que vous êtes votre propre inspiration. Comment est-ce que vous abordez ça? Parce que c'est pas tout à fait la même chose que la musique, de jouer la comédie. Je découvre. Je pourrais pas donner Vous avez le trac, par exemple? Oui, j'ai le trac. Plus mais après, qu'en montant sur scène, c'est comment? De moins en moins, évidemment, au fur et à mesure qu'on a joué la pièce et que j'ai été rassuré par certaines choses qui m'inquiétaient. Moi, par exemple, il y a une chose qui m'inquiétait énormément avant qu'on joue la pièce, bien que Denise et Thibaut, et d'ailleurs il y a également une actrice qui est avec nous, une comédienne qui s'appelle Sarah Jane Sauvegrain, qui est extraordinaire, mais tous m'ont beaucoup rassuré en me disant mais t'inquiète pas pour l'histoire de la mémoire, tu n'oublieras pas ton texte. Mais j'avais quand même cette crainte là parce que j'ai jamais joué de texte avant, et donc en effet ils m'ont rassuré. Non, le trac est là, mais au fur et à mesure quand même on finit par voir que ça va, il y a un moment où c'est bon, on maîtrise un tout petit peu. Vous prenez votre espace sur scène aussi, vous accaparez l'espace qui n'est pas tout à fait le même aussi que quand on joue un instrument, forcément. Ça peut ressembler quand même à certains égards. Mais c'est vrai que là, par exemple, la scène du théâtre du 13e art est quand même gigantesque pour une scène de théâtre. Vraiment très 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 grande. Alors moi j'ai l'habitude de même en concert de faire des scènes 2 fois plus grandes. Mais quand j'ai ma trompette dans mes mains, je cours dans tous les sens et je suis partout. Mais là quand on doit jouer un rôle, de devoir occuper tout cet espace. Et puis se souvenir aussi de la place, du positionnement. Ça on finit par s'y habituer. Ça on finit par s'y habituer. Alors je l'ai dit, Ibrahim Malouf, vous êtes en plateau avec l'incroyable nez de la Maison Caron, Jean-Jacques. Alors Jean, le lien de ce soir il est tout créé dans l'émission qui crée le lien entre vous et Ibrahim Malouf, puisque vous écoutez avec grand bonheur sa musique. Et depuis longtemps, si j'ai bien compris. Même pour venir ici, j'ai écouté. Ah ouais, alors c'est quoi votre album préféré? Il y a des titres, peut-être. Je suis pas assez précis pour ça, mais je me rappelle plus si c'était SN quelque chose. Essence. S3NS. S3NS, elle était incroyable. J'étais sur mon scooter et j'étais ailleurs. C'est ça en fait, c'est le pouvoir de la musique d'Ibrahim et de sa trompette, de vous emmener voyager, vous qui aimez tant voyager en fait. Il y a une dimension très poétique et elle fait voyager comme les parfums ou les odeurs. C'est vrai que là-dessus, la musique me fait
pas souvent voyagé, beaucoup plus les odeurs et évidemment les ingrédients de parfumerie, mais celle d'Ibrahim, oui, j'avoue, elle me fait bien voyager. Elle est propice au rêve. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur votre engagement, Ibrahim Malouf, votre musique, elle est souvent associée quand même à des messages de paix, d'unité, ce que vous faites aussi en tant que comédien, on vient de le dire en ce moment. Et c'est ça le rôle aussi de la musique, de l'art en général pour vous, hein. C'est de souligner aussi la beauté des choses, quoi. C'est une sorte de mise en relief à travers le prisme de l'émotion. Comment regarder les choses avec de l'empathie. Regardez aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est tellement terrible. Mais si on devait raisonner avec notre cerveau, on pourrait presque trouver des excuses à ce qui se passe. On pourrait presque donner raison à des choses que dans l'absolu, on serait complètement contre. Voilà. Et ce qui permet de retrouver un peu de raison, c'est l'émotion. Et c'est comme au cinéma, en fait. Un film, si vous enlevez la musique, tout est hyper pragmatique, hyper carré. Y a plus la musique va venir appuyer certaines émotions, aller chercher des trucs dans le cœur que les mots ne vont pas vous dire, ou peut-être des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément tout de suite éveillé. Et il faut un petit trigger, un petit déclencheur. Et c'est cette émotion-là que la musique est la seule, à mon sens, à être capable d'aller chercher. Mais je suis sûr que Jean-Jacques va dire que les odeurs aussi. Et bien justement, merci pour le lancement. Mais non, mais... Quelle transition. Allez, on vous réécoute un petit peu avant de faire une pause. Ibrahim Malouf sur Sud Radio. On va revenir tout de suite avec le nez de Caron, Jean-Jacques et Ibrahim Malouf, vous l'aurez compris. C'est excellent sur Sud Radio, à tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir, le virtuose de la trompette Ibrahim Malouf et le virtuose des senteurs, le nez de Caron, Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, quand même, on va citer quelques-unes de vos créations. Alors il y en a une qui m'a interpellée, c'est le tabac noir et tabac exquis. C'est un thème cher à la maison Caron, que vous avez dû associer à une certaine forme du coup de décadence, c'est ce qu'ils disent. Il y a ce terme-là sur le site de la maison. Alors c'est quoi l'odeur qui s'associe à ce mot pour vous du coup? On a envie de savoir. À la décadence. Ouais, c'est ce qu'ils disent sur le site. Ils disent que le tabac, il y a un côté très riche et très décadent. Vous n'aviez pas lu le pitch? Non, mais dans Tabac Noir, se base beaucoup sur le tabac, mais sur le patchouli. Et le patchouli, il y a un truc un peu décadent dans le patchouli. Il y a un truc vraiment très sensuel. On sent que ça peut déraper, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la décadence, ça pourrait être le patchouli. D'accord. Et quand vous créez un parfum, on a envie de savoir un petit peu, est-ce que vous associez le mot à l'odeur? Est-ce que c'est une image? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Tabac noir, oui. Tabac noir, je voulais faire un tabac noir. D'accord. Donc voilà, je voulais faire un tabac très oriental, très cuiré, et c'est pour ça que je suis parti sur cette overdose de patchouli. Tabac exquis, l'histoire est complètement dingue, parce que c'est une espèce de boule d'herbe que j'ai sentie en Afrique. Dans une rivière asséchée au Mozambique, un voyage absolument incroyable. Ouais, c'est un beau pays. Et je me baladais dans une rivière asséchée, je vois cette espèce de boule d'herbe, je la renifle et ça sentait le cigare et le chocolat. C'était dingue. Et je me suis dit, waouh, je vais faire un tabac chocolat, ça va être trop bien. Et donc c'est le chocolat la base de l'exquis, quoi. Ouais. Bon, en même temps, ça va bien avec. Oui, bien sûr. Ouais. Alors moi, je l'avais appelé tabac chocolat, mais après, nous, chez Caron, on a décidé de l'appeler tabac exquis parce qu'on voulait pas être trop littéral chocolat et laisser deviner le truc, même si j'essaye de faire ce que j'appelle une parfumerie honnête, et donc j'essaye de faire en sorte que les parfums sentent ce que je dis. Donc si vous sentez tabac exquis, si vous voulez, vous viendrez à la boutique chez nous, je vous ferai sentir, ça sentira le chocolat et ça sentira le tabac, vous verrez. Ouais. Alors il y en a deux autres aussi qui m'ont interpellée, bon évidemment la rose de Caron, puis le rose intense, ou la différence d'odeur entre deux roses, c'est ça? Ou qu'est-ce que c'est la nuance en fait? Comment est-ce que vous faites varier ces odeurs pour arriver à souligner leur nom justement aussi? Alors la rose c'est particulier parce que la rose, il y a tellement de variétés différentes. Si vous allez à la roseraie au Bois de Boulogne, vous verrez, c'est incroyable la diversité d'odeurs de roses qu'il peut y avoir. Donc on peut aller chercher des roses très intenses, vraiment jusqu'à des roses très fruitées, jusqu'à des roses extrêmement végétales. Enfin vraiment, je pense que c'est la fleur la plus ouverte dans sa diversité. Vraiment, on peut aller. Et du coup, l'idée
à chaque fois, c'est d'aller capturer un aspect de cette rose-là, de cette diversité, et de le mettre en exergue, voilà, de pousser ça. Donc, par exemple, on a une rose croquante où j'ai fait une rose concombre pour travailler sur la végétalité, la fraîcheur et le côté très aqueux. Ouais. Et alors, cette nuance dont vous parlez entre ces différentes roses, est-ce que c'est accessible à tout le monde si on se concentre vraiment, ou est-ce qu'il faut avoir un nez aguerri ? Moi, je crois, ouais. Non, franchement, aller dans une roseraie, vous verrez, c'est passionnant, quoi. Vraiment, on peut passer des heures et toutes les sentir. Et en plus de ça, quand on compare, on sent mieux les différences. Donc, moi, je fais partie d'un club d'œnologie et on goûte toujours les vins par deux. Parce que justement, en comparant, on repère bien mieux les différences, quoi, tout simplement. Donc, si on va dans une roseraie et qu'on sent 15 roses, on verra très bien les différences. Oui, bien sûr, je pense. Mais bon, quand même, vous sentez minutieusement les petites choses de la vie, les odeurs que nous, le commun, alors peut-être qu'on les sent, mais on n'y fait pas forcément attention. C'est ça votre savoir-faire, c'est de savoir repérer les odeurs, comme peut-être Ibrahim sait aller chercher les notes, d'une manière très particulière, quoi. Quand j'étais à l'école, j'avais un de mes profs qui nous avait dit les gens entendent les odeurs et les parfumeurs les écoutent. Et je trouve que c'est un peu, c'est assez exact, je trouve. On est à l'écoute du monde olfactif qui nous entoure beaucoup plus que les autres, c'est normal, parce que c'est notre métier. Et puis aussi parce qu'on cherche toujours des idées, quoi. Donc du coup, dans ce qu'on mange, carrément, mais même en marchant dans la rue, en sentant un vieux parfum, ça peut nous donner une idée d'un nouveau parfum, vous voyez. Donc oui, je pense qu'on est... La différence entre les parfumeurs et les autres, j'ai envie de dire, c'est qu'on écoute les odeurs. Et alors, ce qui est intéressant, je suis obligée de rebondir avec vous, Ibrahim Malouf, quand on écoute Jean-Jacques qui nous dit qu'il écoute les odeurs, est-ce que vous pouvez... La musique, elle a une odeur pour vous. Est-ce que vous pouvez sentir la musique ? Oui, mais c'est la grande comparaison par rapport à ce que dit Jean-Jacques, c'est l'harmonie, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute de la musique... alors c'est vrai que dans la musique on n'utilise pas les mêmes vocabulaires, mais la différence entre quelqu'un qui aime bien la musique simplement parce que c'est sympa d'avoir de la musique et la personne qui va vraiment entendre les harmonies, c'est ça en fait, c'est qu'on va entendre la différence qu'il y a dans toutes les notes qui sont proposées pour avoir été associé pour donner cette note générale qu'est l'harmonie. Et en fait, c'est pour ça que moi, souvent, je dis aussi que pour savoir si on est juste quand on est en train de jouer, il faut écouter 2 notes, pas juste une. C'est un peu la même chose, c'est comme l'œnologie, l'exemple que donnait Jean-Jacques avec le vin. Goûter 2 vins pour vraiment pouvoir les comparer, pour savoir l'une par rapport à l'autre. Parce que si tu t'en goûtes un tout seul, t'as pas l'harmonie qui est avec. C'est comme ça que vous comparez les notes, en fait. Et pour savoir si on est juste ou pas, si tu joues une note toute seule, tu peux jamais savoir si elle est juste ou pas. Et il faut en jouer une autre pour pouvoir écouter l'harmonie et savoir si elle est juste. La mettre en contexte, quoi. Voilà, exactement. La mettre dans le contexte. Et alors, comment est-ce que vous percevez, vous, Jean-Jacques, le lien entre les souvenirs, les émotions, les parfums ? C'est très lié tout ça chez vous, hein ? Ah bah oui. L'odorat, c'est le sens qui nous fait le plus facilement voyager dans le temps. Alors peut-être qu'Ibrahim, il va dire que la musique plus, mais... En fait, c'est les deux, je crois. Mais les deux, ouais. Mais bon, après, pareil, quand j'étais à l'école de parfumerie, on nous avait expliqué que vraiment, le centre émotionnel était le plus proche du bulbe olfactif, quoi. Et que donc, réellement, même... Anatomiquement, il y a vraiment une connexion entre les émotions et le bulbe olfactif, quoi. Donc, moi, je pense quand même que l'odorat et l'olfaction, c'est ce qui est le plus capable de nous révéler des émotions d'une intensité incroyable en une simple inspiration, quoi, vraiment en un fragment de seconde, quoi. Peut-être que il faut un peu plus de temps dans la musique pour se rentrer dans le morceau. Attends, on va débattre. Et alors, ce que vous dites, moi, ça me fait penser à Marcel Proust, à la Madeleine de Proust, forcément, dans À la recherche du temps perdu, parce que Madeleine. Voilà, parce que on a tous une odeur qui nous rappelle quelque chose de notre enfance. Donc, quelle est la vôtre, par exemple ? C'est marrant, j'en parlais hier. C'est le jardin qui était derrière la maison qu'on louait tous les étés avec mes parents. Oui. C'était en Bretagne, à côté de Quiberon, et il y avait des pins maritimes, et j'adorais aller là-bas, et je touchais les arbres, et souvent j'avais la résine qui restait collée sur mes doigts. Et du coup, comme c'était à côté de la plage, et d'ailleurs, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai jamais fait un parfum là-dessus, quoi. Alors que c'est vraiment une idée géniale de parfum. Mais ce mélange d'odeurs de la mer, des algues, parce que c'est la Bretagne, quand même, donc ça sent bien les algues et tout.
Le sable, bien sûr, évidemment, ce côté comme ça. Et puis, cette odeur de pain, de résine. Enfin, vraiment, c'est un boulevard pour faire un parfum, quoi. Et je ne l'ai pas fait, c'est fou. Bah voilà, c'est votre prochain projet. Ça, c'est ma Madeleine à moi, ouais. Et vous, alors, Ibrahim, les odeurs du pays, peut-être du Liban, de la maison, de votre cuisine de votre mère? Moi, j'ai plein d'odeurs. Je pourrais vous parler des heures. J'en ai plein. Mais il y en a une en particulier. Alors, je vais vraiment faire un scoop familial. Parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Mais quand ma grand-mère est décédée il y a 2 ans et demi, 2 ans, j'ai récupéré quelques affaires à elle parce qu'elle habitait chez moi à la maison. Et parmi ces affaires, il y avait un parfum. Je ne citerai pas la marque. Il y avait un parfum qui était à elle. Et c'est vraiment son parfum depuis toujours. Et comme elle avait 99 ans, son odeur était devenue indispensable à nous tous. C'est-à-dire son odeur était un pilier de la famille, en fait. D'accord. Et maintenant, parce que j'ai ce parfum avec moi, il m'arrive parfois, mais je le dis à personne, quand je suis tout seul, j'ai besoin qu'elle soit à mes côtés parce que c'est une femme qui a énormément compté dans ma vie. Je ferme les yeux, je sens cette odeur et je ferme les yeux et je reste avec elle comme ça pendant 15-20 minutes. Que c'est joli. Et je repose. Mais ça, vraiment, dans ma famille, personne n'est au courant. Alors là, ils le sauront maintenant. Mais on espère qu'ils vous écoutent quand même. C'est hyper émouvant. Hyper émouvant. C'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que finalement, qu'on parle de notes de parfum, de notes de musique, on inscrit les émotions en fait. Ouais. C'est ça. Jean-Jacques. Oui, c'est ça, on inscrit les émotions, on les matérialise par une odeur, quoi, par des molécules, par un vent parfumé. Moi, je dis toujours que les mélodies, c'est des souvenirs. Ouais. Et je pense que les odeurs aussi, c'est des souvenirs. Et en fait, quand une mélodie vous accompagne à une période de votre vie, même si elle est tombée là par hasard, même si vous ne l'avez pas choisie, ad vitam, on s'en souviendra. Voilà, elle est imprimée à cette époque-là de votre vie ou à ce moment-là, à cette aventure, ce que vous vivez, une histoire d'amour, une grossesse, la perte de quelqu'un de cher, des vacances, peu importe, le jardin en Bretagne, je sais. La mélodie va être printé, imprimé, gravé définitivement à ce moment-là. Donc quand vous l'écoutez, en fait, vous replongez dans le souvenir. Et je pense que les odeurs, c'est exactement pareil. Ces 2 sens que sont l'ouïe et l'odorat, effectivement. Alors vous, Jean-Jacques, assez rapidement, on en parle quand même, c'est important, vous faites aussi des parfums sur mesure. Ça peut vous arriver. Et alors là, par exemple, c'est intéressant quand vous avez quelqu'un en face de vous, c'est quoi les premiers détails qui vont vous emmener sur le chemin d'une odeur ou d'une autre? Les souvenirs d'enfance, les odeurs importantes de sa vie. Donc du coup, je demanderai à Ibrahim c'était quoi le parfum de sa grand-mère. Il y a un parfum sur mesure qui va se créer, on adore. Et voilà, et puis les parfums qu'ils ont portés aussi, ça parle pas mal des goûts qu'on a. J'essaie du coup peut-être de voir s'il y a des ingrédients communs à ça. Et puis surtout ce qu'ils ont envie de sentir et ce qu'ils ont envie de raconter, parce que le parfum, ça parle de soi. Il y a un rapport à l'âme dans le parfum. Donc, je pense vraiment que le parfum parle de qui on est, quoi. Donc, du coup, je vais leur demander d'abord qu'est-ce que tu as envie de raconter dans cette odeur-là, quoi. Parce que quelque part, bon, bien sûr, il y a le regard et les vêtements, mais c'est un des premiers. En tout cas, quand on arrive assez proche des gens, le parfum, c'est une des premières choses qui parle vraiment de son intimité, quoi. Donc c'est important quand même. Donc c'est vraiment une plongée au cœur des gens, quoi. Moi, je crois. Même pas de l'intimité, c'est au cœur d'eux, quoi. Moi, je crois qu'il y a un rapport à l'âme avec le parfum. Je pense vraiment que les parfums parlent de nous. D'accord. Vraiment. Donc, en fonction du parfum qu'une personne porte, vous allez savoir comment elle se positionne aussi dans la vie, sans forcément lui faire un parfum sur mesure, pour le coup. C'est une information pour vous sur la personne que vous avez en face de vous, quoi. Oui. Alors après, je suis pas... d'accord. Je suis ouvert d'esprit, à la base. Bien. Mais quand même, c'est un indice intéressant, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Ne serait-ce que s'il est très connu, ou si c'est une curiosité, s'il y a quelque chose vraiment d'intéressant, ou si par exemple c'est un parfum pour homme qui est porté par une femme, ça dit quelque chose quand même. Oui, c'est sûr. Je vous poserai des questions en antenne, Jean-Jacques. Ou inversement, d'ailleurs, un homme qui porte un parfum de femme, c'est vachement intéressant, et c'est tout à fait possible. Il y a des parfums mixtes aussi, Mais nous, nos parfums aujourd'hui, moi je fais pas un parfum en me disant je le fais pour un homme ou pour une femme. Moi je raconte une histoire parfumée. Et après c'est la marque qui décide où elle le case, quoi. Mais non, mais même pas. Notre collection de haute parfumerie, elle est pas genrée. D'accord. Ça c'est bien. Imaginez faire une musique pour les femmes et une musique pour les hommes, c'est terrible. Mais c'est ça qui est génial. En fait, le parfum, on n'y pense pas. Mais ouais, bien sûr. Il est genré à partir du moment où il est porté, où il est incarné par quelqu'un. D'accord. C'est forcément une alchimie entre l'aura personnelle de la personne et ce qu'elle sent. Ouais.
Eh bien, c'est excellent. Hein. Ce soir sur Sud Radio, c'est la radio où les voix se font entendre et on peut aussi les sentir ce soir. On est avec le musicien engagé pour la beauté, Ibrahim Malouf, et l'incroyable nez de la maison Caron, Jean-Jacques. Vous restez là surtout. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et vous êtes tous ici chez vous, bien évidemment. C'est excellent avec le trompettiste Ibrahim Malouf et le nez de la maison Caron, Jean-Jacques, et on écoute encore un peu de son. This nation needs a vacation from the presentation of your hesitation. You cannot stop your disassociation from the unethical beautification of your campaign negotiation. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Ibrahim Malouf fait son album Capacity to Love sur Sud Radio. Il y a 2 titres qu'on vient d'entendre. Le titre, Ibrahim, que vous avez fait avec Sharon Stone, qui s'appelle Our Flag, pour notre drapeau. Et puis un titre un peu hommage à Charlie Chaplin, Speechless, qui reprend un de ses textes. Alors, c'est le 15e album que vous avez sorti. C'est un hymne à l'inclusion, au partage et à l'identité, ce que vous disiez tout à l'heure, dans un monde où revendiquer sa différence est devenu clivant. C'est le pitch, c'est votre conviction, ça vous nous l'avez bien dit. Alors sur cette première chanson avec Sharon Stone, elle dit la destination a besoin de vacances, on en a marre des négociations de campagne. Puis elle dit aussi un peu plus tard, et pas dans cet extrait, ne t'éloigne pas garçon, nous avons quelque chose à dire garçon, notre pays n'est pas un jouet. C'est une chanson anti-Trump ? Si vous demandez à Sharon Stone, oui. C'est elle qui a écrit le texte ? C'est elle qui a écrit le texte, ouais. Elle l'a écrit pour la musique. Moi, je lui avais demandé, en gros, j'ouvre mon album Capacity to Love avec le discours de Charlie Chaplin, qui est issu du film Le Dictateur, où il arrive à la fin et il fait, au lieu de faire un discours de dictateur, il fait un discours de réconciliation. Et tout le monde l'applaudit alors qu'ils s'attendaient tous à applaudir à un dictateur. Donc, comme quoi, en gros, si on choisit les bons mots, on peut convaincre des gens qui sont complètement à l'opposé de vous. Et comme je démarrais cet album avec le cinéma, je me dis je veux le finir avec le cinéma et je voulais un discours qui raconte la même chose mais avec des mots d'aujourd'hui. Et Sharon Stone, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui, en général, quand elle a un truc à dire, elle le dit et elle n'en a rien à faire de ce que les gens pensent. Et j'aimais bien cette idée-là. Et comme j'ai su qu'elle aimait ma musique et qu'elle m'écoutait beaucoup, je suis allé la voir, je lui ai proposé. Et elle a écrit ce texte comme un écho, mais très actuel, du discours qui date maintenant de plus de 80 et quelques années de Charlie Chaplin. Et c'est le même message qui est derrière. Alors on peut l'associer à Trump parce qu'on parle, selon elle, en tout cas, d'une forme de dictature. Oui. Et des extrêmes, mais moi, par exemple, ça faisait écho pour moi à plein d'autres dictatures du Moyen-Orient, notamment au Liban, où on se retrouve dans un État où en fait il n'y a plus personne ne dirige rien du tout, il n'y a plus de droit, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, qui est aussi une dictature par l'absurde. Oui. Et donc c'était une manière aussi de faire écho un peu à ces nouvelles formes de dictature. Et alors, comme vous le dites, Sharon Stone, c'est une icône, cette actrice engagée, elle n'a pas du tout sa langue dans sa poche, c'est une femme incarnée. Et vous aimez beaucoup ce genre de profil de femmes, d'artistes féminines aussi, parce que vous aimez leur puissance, en fait. Et en fait, c'est comme si vous faisiez une ode aussi souvent à travers vos textes à la puissance de ces femmes. J'ai été élevé par des femmes et par des femmes aux personnalités diverses et variées, certaines très grandes gueules, d'autres très discrètes, mais toutes fortes et toutes avec des convictions très très impressionnantes en fait pour le jeune garçon que j'étais à l'époque, qui s'identifiait peut-être dans une forme de moi, je voyais mon père, je voyais les hommes de ma famille, etc. Puis en fait, j'ai compris que c'était pas du tout eux qui dirigeaient, qui réglaient les problèmes et qui organisaient un peu la vie. C'était les femmes de ma famille. J'ai donc ma grand-mère, Odette, dont je parlais hors antenne, qui nous a quittés il y a 2 ans, à l'âge de presque un siècle. Elle était dans un sentier. Vous en avez parlé tout à l'heure de son odeur. Hein. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé aussi en ligne. En ligne. En antenne. Et voilà, et ma mère, mes tantes, mes sœurs, mes sœurs, elles ont un rôle fondamental. Et donc, en effet, l'homme que je suis aujourd'hui ne peut plus imaginer créer
sans rendre hommage à ces femmes qui m'ont aidé, enfin, ouais, à m'exprimer. C'est toujours les femmes de ma famille qui m'ont sauvé de toutes les situations dans lesquelles j'étais dans ma vie. Toujours. Ça a toujours été des femmes d'ailleurs qui m'ont sauvé. Alors, certaines personnes vont dire c'est sexiste de dire ça, ça sert à rien. Mais dans mon cas, c'est la vérité. On a le droit de dire ce qu'on veut sur Sud Radio, c'est le parlons vrai, hein, vous savez. Alors, Speechless, justement, pour reprendre sur le texte de Chaplin, hein, dans Le Dictateur, effectivement, c'est un texte qui nous explique aussi que tout passe, même la haine, même les dictateurs, et que nous avons le pouvoir de créer de la joie, de l'amour, en fait. Votre musique, c'est aussi une ode à la résistance par l'amour, en fait. Hein, c'est ça, c'est une résistance pour vous, c'est une forme de résistance. Ça a toujours été ma philosophie. Je pense que... Vous savez, juste avant de venir à cette émission, j'étais avec Claude Lelouch, avec qui j'ai travaillé pour son prochain film. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi, je trouve. Alors, on n'a pas le même âge, hein, il a 40 ans de plus que moi, mais... même plus, 50 ans de plus que moi en fait. Non, attends, il y a un truc que je comprends plus. Non, il a 40 ans plus que moi, pardon. Et il y a cette idée que quelque part, c'est lorsqu'on perd espoir, et notamment l'espoir de l'amour, que tout se perd. Et que tant qu'on sait que quelque part, alors on se connaît pas par exemple, hein, on se connaissait pas, moi on s'était jamais rencontrés avant, mais moi, je suis d'accord. Vous êtes déjà venu dans cet excellent, Ibrahim Malouf. Mais c'est avec vous? Oui. C'est vrai? Oui, c'était dans un autre studio. C'est pas grave. Merde. On enlèvera. On garde. Non, on garde. Je me suis affiché. Merde, c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière. C'est pas grave. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'interviews, donc des fois je zappe. Oui, mais pardon, mais bien sûr que je me rappelle de vous, évidemment. Je ne peux pas oublier votre odeur. Oula, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Là, ça part vraiment. D'ailleurs, votre parfum, c'était... Non, mais il y a... Ah oui, alors pour ceux qui viennent tout juste d'arriver dans l'émission, j'ai dit ça parce qu'il y a Jean-Jacques qui est le nez de Caron. Non, mais en fait, à partir du moment où l'amour est là et qu'on a une volonté de créer un lien, alors rien ne peut nous emmerder et nous empêcher d'être liés. C'est ça que ça veut dire. Et quand bien même on pourrait être en désaccord sur tout, si on a envie de passer un bon moment ensemble et qu'on a envie de faire une belle émission, qu'on a envie de boire un coup, qu'on a envie de juste d'écouter de la musique ensemble, et ben en fait on pourrait. Et il n'y a pas de problème. Et c'est pas grave. C'est pour ça que l'amour, pour moi, est un peu la seule solution qui nous reste. C'est vrai. Alors vous, Jean-Jacques, vous avez des petites obsessions. On change un peu de sujet. Vous avez des duos de matières premières qui peuplent les murs de votre bureau sous forme de post-it. Mais comment vous savez ça? Glanés lors de vos voyages autour du monde. Alors une anecdote, par exemple, sur votre passion pour l'oud. Alors j'ai découvert ce que c'était l'oud. Vous allez pouvoir expliquer. Bah ouais, surtout que je rentre de voyage là. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'oud? Le oud, c'est un bois. Ouais. Qui est très utilisé au Moyen-Orient. La plupart du temps, il est brûlé. D'accord. Et du coup, quand il fait brûle, encens, en fait. Comment? C'est comme un encens. Comme un encens. Et quand il brûle, l'essence qui est contenue dans le bois bout et ça sent très fort. Donc c'est un bois magnifique. Il faut 25 ans en gros pour pouvoir faire une essence de oud, puisqu'en fait à la base l'arbre est blanc. À la base il était attaqué par un insecte et il développait une résine noire, et cette résine qui sent fort. Okay. Mais c'est un processus très très long, quoi. Ouais, donc c'est un parfum rare, quoi. Enfin, c'est très rare, c'est très cher, l'essence de bois de oud. Voilà. Les deux grandes régions du monde où on fait de l'essence de bois de oud, c'est l'Inde et l'Asie. Et là, je rentre du Vietnam où j'ai été pour le oud. Et c'était un voyage complètement dingue parce que déjà j'adore l'Asie. Alors pour le coup là en Asie il y a de l'amour, hein, vraiment les gens sont d'une gentillesse, hein, il y a vraiment une ouverture d'esprit incroyable. Ils sont bouddhistes, quoi, pour la plupart. Ah oui, il y a plus de la moitié des gens au Vietnam sont bouddhistes. Et donc, il brûle ce bois-là, mais donc dans le processus de fabrication des morceaux de bois qu'on brûle, on récupère les sciures et on les distille pour faire de l'essence de bois de oud. Et ça, vous l'avez mis sur un post-it au-dessus de votre bureau ? Oui, je cherchais parce que moi je suis un peu un obsédé de l'amour aussi. Je fais des parfums sur des histoires d'amour impossibles. D'accord. Voilà. Vous parlez de vous ou... Oui, ça résume. Mais j'adore cette idée de la Belle et la Bête, quoi. J'adore cette idée de deux ingrédients qui sont pas d'accord, qui sont d'accord sur rien. Voilà. Et que vous allez en mettre ensemble. Le oud et le café. Ouais.
Mais peut-être que s'ils se parlent, ils vont s'aimer. Ah, c'est beau. Et moi, j'aime bien faire ça, l'eau de café, la rose de concombre, la tubéreuse de gingembre, le tabac, le chocolat. Et alors, ce qui est intéressant pour continuer sur ce que vous dites, donc, c'est qu'à chaque pays son odeur, il y a le vétiver de Haïti, il y a le magnolia de Chine. C'est des éléments que vous allez justement assembler, comme vous venez de le dire, parfois pour créer le jus de parfum. Et vous aussi, comme Ibrahim, finalement, vous liez le monde, mais alors dans un flacon. Hein, c'est ça que vous faites. Oui. Parce que finalement, il n'y a pas de frontière dans un parfum. Il n'y a pas de frontière. Bah non, tout le monde, d'abord, on les vend partout. Et puis surtout, tout le monde peut... C'est tellement personnel, un parfum, que dans n'importe quel coin du monde, on pourra aimer un parfum. Voilà, c'est très universel, oui, pour le coup. Alors, il y a des goûts, bien sûr. Au Moyen-Orient, il y a certains goûts. En Asie, il y en a d'autres. Mais quand même, on est de plus en plus dans une espèce d'universalité, quoi. Et comme les parfums se vendent partout dans le monde, finalement, tout le monde aime tous les parfums. Et le oud, par exemple, qui il y a 10 ans ou 15 ans était essentiellement porté au Moyen-Orient, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Occident, en France et un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui portent des parfums à base de oud. Et c'est très bien. Donc on parle d'universalité, on est d'accord. Mais complètement. Finalement, pour tous les deux, c'est le fait de plonger dans des univers sensoriels, hein, l'un et l'autre, qui vous ouvrent la voie des œuvres uniques, qui créent l'unicité de votre création, en fait. Oui, alors c'est l'émotion en notes, portée par le vent, note de musique ou note olfactive, quoi. Ibrahim Malouf. J'étais en train de réfléchir là, à ce que vous étiez en train de raconter et l'amour impossible, et je me disais, ce que j'essaie de mettre en musique, souvent, c'est ce que je n'arrive pas à vivre. Ce qui n'existe pas véritablement sous mes yeux, et je le mets en musique pour qu'on puisse se projeter déjà et que ce soit une partie déjà possible. Et pour moi, les odeurs, c'est un peu la même chose. Je parlais de l'odeur de ma grand-mère. Si j'aime autant l'odeur, c'est parce que je peux plus être avec elle. Mais plus légèrement, moi j'adore l'odeur du café alors que j'en bois pas du tout. Mais si j'aime cette odeur, c'est parce que ça me rappelle toute mon enfance, lorsque les gens dans ma famille buvaient le café. Moi j'étais tout petit, que je jouais à côté. Cette odeur-là reste. Et donc c'est l'impossibilité de revenir dans l'enfance, mais que je vis à travers cette odeur-là. Donc il y a souvent, pour moi, les odeurs et la musique sont là pour nous aider à nous replonger dans tout ce qui n'est plus possible de vivre ou qui n'est pas encore possible de vivre. Donc c'est un peu de l'ordre du fantasme, en fait, aussi, hein, c'est ça. Oui, le fantasme, ouais. C'est beau. Eh bien, merci à vous qui écoutez cet excellent. Je suis ravie ce soir. J'espère que vous aussi. On est sur Sud Radio avec le virtuose de la trompette, Ibrahim Malouf, et le virtuose des senteurs, je l'ai dit tout à l'heure, le nez de Caron, Jean-Jacques. Vous restez là, on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. On approche de l'heure de se quitter, mais vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin. On a encore quelques minutes ensemble pour explorer davantage les parcours du trompettiste Ibrahim Malouf et du nez de la maison Caron, Jean-Jacques. Allez, on se retrouve plaisir. C'est un clavier... Bon c'était Ibrahim Malouf qui parle sur sa propre musique, donc tout va bien. Pardon. Je suis dissipé. Est-ce qu'on peut remonter un peu le son que les auditeurs entendent? Et on repasse. Alors je sais pas comment le prononcer, donc vous allez peut-être m'aider. Aubinrin en français? Aubinrin de Ibrahim Malouf. C'est avec Angélique Kidjo. C'est l'album Queen of Sheba sur Sud Radio. Alors Ibrahim, forcément j'ai choisi ce titre car grâce à cet album vous êtes le premier instrumentiste libanais à avoir été nommé aux Grammy Awards. J'ai envie de dire bravo, c'est excellent. Quelle consécration, vous n'auriez pas pensé ça au début de votre carrière. Arriver jusque là, c'est quand même un truc de fou, quoi. Non, et surtout, et c'est pas pour me vanter, mais surtout que j'ai été nommé 2 années de suite aux Grammys. Et ça, c'est complètement fou. La première année, c'était en effet il y a 2 ans avec l'album avec Angélique Kidjo. Et puis là, et donc je me disais, bon, c'est parce que c'est Angélique Kidjo, etc. Puis cette année, avec mon album sans Angélique Kidjo. Et donc j'étais vraiment... Il y a du beau monde sur votre album, mais c'est quand même vous l'essentiel, quoi. Après il y a des feats, il y a des invités. C'est ce que je dis. Mais non, c'est quand même fou. Je sais pas comment vivre ça vraiment. En tout cas, je l'ai vécu de tout mon cœur, avec beaucoup de passion. Et bon, j'ai pas gagné le Grammy, mais en même temps d'être nommé, c'est quand même déjà un peu fou pour un musicien français et libanais, pas que libanais, mais français aussi. Je faisais partie des rares avec Guetta et je sais plus qui. Alors j'ai dit libanais parce que j'ai copié-collé de votre site, je le dis très objectivement aux auditeurs pour pas qu'ils croient que je fais mal mon travail. Ah oui, parce que vous créez
créer du débat. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir un peu aux origines. Comment est-ce que vous êtes trouvé avec une trompette dans les mains, Ibrahim Malouf? Alors, c'est vraiment pas original, je suis vraiment désolé. C'est très cliché. Mon père est trompettiste, ma mère est pianiste et je fais du piano et de la trompette. Ok. Voilà, comme papa et maman. Vous n'avez pas eu le choix? Si, parce que je voulais faire de l'architecture, moi, au départ. Ok. Et le piano, c'est vraiment le plaisir. Le piano était là, je me suis amusé. Et, vraiment extraordinaire. Enfin, c'est un instrument à la fois harmonique, mélodique et c'est de la percu, en fait, parce que c'est des marteaux qui tapent sur des cordes, donc c'est rythmique. Et puis la trompette, c'est différent quand même. Hein. La trompette, c'était... C'est aérien, quoi, justement. Oui, c'est très mélodique, tout ça, mais c'est surtout que j'ai eu envie d'en jouer pour me rapprocher de mon père, qui était qui est toujours d'ailleurs, enfin là un peu moins maintenant, mais qui était quelqu'un de très sévère, très dur, qui avait une éducation à l'ancienne, pas très joyeux à la maison, on va dire. Papa, voilà, ça m'aidait à créer. Quand on faisait de la trompette et de la musique ensemble, il était adorable, il était vraiment super et tout. Et donc ça a été un peu ça qui m'a guidé. D'accord. Voilà. Et après, c'est devenu un peu l'instrument avec lequel j'ai fait mes études. Oui, bien sûr. Et alors vous, Jean-Jacques, comment est-ce que vous est née la passion des odeurs? Ça vient d'où? Moi, c'est un hold-up. Ah ouais. Non, je pensais pas du tout faire ça. Je faisais de la musique, mais très mal. Mais j'avais quand même très envie d'en faire ma vie. Et puis, je m'ennuyais royalement à la fac en étudiant de la chimie, en me demandant ce que j'allais bien faire de ma vie. Et j'ai entendu parler... Parfum. Pardon ? Chimie, parfum. On manipule certaines molécules, mais pour la parfumerie qu'on appelle alcoolique, donc sur la parfumerie fine, se comporte, on n'a pas besoin de notion de chimie, quoi. On mélange des odeurs pour essayer de créer des belles histoires. Et j'ai entendu parler d'une école qui s'appelle Zipka à Versailles. J'ai passé le concours, ils ont adoré mon profil parce que j'étais musicien et que je changeais de tout ce qu'ils avaient comme profil. J'y suis allé en me disant, j'essaye une semaine. Et si ça me plaît pas, je m'en vais. C'est à Versailles, j'avais les cheveux jusqu'au ras des fesses. Ce qu'on a du mal à imaginer, parce que pour ceux qui nous écoutent, vous avez les cheveux très courts. Et puis finalement, j'ai adoré. Je me suis dit, enfin, j'ai eu le premier cours d'olfaction, je me rappelle, on a senti l'absolu jasmin. Et tout le monde disait, moi, ça me rappelle ça, moi, ça me rappelle ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, faut que je fasse ça, quoi. Je serais parfumeur ou je serais mort. Ah ouais, carrément. Ouais, je voulais faire ça plus que tout. Et alors, dans cette école de formation, il y en a plusieurs aujourd'hui, mais c'était la seule qui existait pour l'aîné à l'époque. Ouais. Vous avez fait l'étude, il y avait une partie qui était l'étude des grandes œuvres de la parfumerie. Alors ça m'a intéressée parce que c'était pour mieux comprendre leur composition. Est-ce que vous avez une grande œuvre de la parfumerie à partager avec nous? On a envie de savoir ce que c'est, en fait. Alors, par exemple. Je travaille, aujourd'hui, j'ai le bonheur de faire mon métier chez Caron. Ouais. Et chez Caron, il y a quand même Pour un homme, créé en 1934, un parfum incroyablement moderne, qui a 90... j'essaye de faire en sorte qu'il change le moins possible, parce que faire perdurer les parfums dans le temps, c'est compliqué, parce qu'il y a une législation qui est rigoureuse. Mais je fais tout pour que Pour un homme respecte vraiment la formule originale de 1934. Donc ça, pour le coup, je le dis souvent, Pour un homme, c'est ma Joconde. Et après, les grandes œuvres, il y en a plein. Moi, je me souviens très bien encore le jour où j'ai découvert le 19 de Chanel, quoi. Ouais. Et en me disant, mais c'est quoi cette merveille, quoi? C'est quoi cette merveille? C'était incroyable, entre le poudré, la note verte... C'était dingue. Je me disais, mais comment on a pu penser faire ça, quoi. Donc, oui, il y a plein de grandes œuvres en parfumerie. Il y en a qui plein. Nous racontent notre histoire, en fait, aussi. Oui, qui ont marqué le temps. Ouais. Les grandes œuvres restent, en fait, dures, pour le coup. Mais il y a des très, très bons parfums qui ont malheureusement disparu, quoi, aussi. Mais évidemment, moi, un parfum, c'est une œuvre, pour moi. Allez, on se fait encore un petit peu plaisir avant de se quitter avec Ibrahim Malouf et le Red and Black Light album en live au Zénith de Nantes. Ça date de 2016 et c'est très beau à écouter. C'est parti. Le Red and Black Lights album. Alors c'était pour continuer à se dire, on va bientôt se quitter, mais on a encore quelques minutes pour dire que finalement c'est quand même aussi ça, c'est une ode à la femme pour vous, Ibrahim, pour rester dans votre idée. C'est son rôle fondateur, fondamental pour espérer un avenir meilleur, et l'avenir c'est le meilleur, ça sera par elle que ça passera, c'est ça que vous nous dites. Oui, après dans les musiques il y a toujours plusieurs lectures. Il y a toujours plusieurs lectures. Il y a la lecture premier degré,
J'allais regarder encore Jean-Jacques, dire, mais j'imagine que pour les odeurs, c'est la même chose. Mais il y a toujours un premier degré, c'est-à-dire la première impression, comme quand on regarde un film et qu'on aime bien l'histoire qu'il y a. Voilà. Et après, il y a toutes les autres lectures, la philosophie qu'il y a derrière, il y a ce que ça peut raconter de mon histoire, ce que ça pourrait transmettre à la première, etc. Red and Black Light, il y a aussi derrière une philosophie qui est de dire que tout n'est pas... D'abord, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est un peu plus compliqué que ça. Finalement, c'est les mêmes sujets que j'aborde de projet en projet, mais là aussi, c'était déjà le cas. Et que lorsqu'on regarde une personne avec une lumière rouge ou avec une lumière noire, on ne voit pas la même chose. La lumière rouge rend les corps très beaux. La lumière noire révèle tout ce qui est blanc, etc. Donc en fait, l'idée qu'il y avait derrière aussi, c'est de dire, voilà, arrêtons d'essayer de regarder avec sa propre vision, essayons de se placer un peu tout autour. Voilà, et c'est pour ça que cette musique, elle a quelque chose d'assez épique, d'assez grand ou de grandiose. C'est parce qu'il est nécessaire de se dire, on doit avoir une big picture, comme disent les Américains, c'est voir les choses dans une forme de globalité et l'accepter. Ça fait du bien, hein. Magnifique. Voilà, c'est aussi beau en parole qu'en musique. Bravo Ibrahim Malouf. En plus, on le ressent quand on l'écoute ça. Ouais, c'est ça, ça met des frissons. Ah, mais vraiment, ce solo, il est incroyable. Juste pour finir sur cette femme dont nous parlait Ibrahim Malouf, cette femme qui se parfume et à qui vous offrez votre poésie quand même, parce qu'on dit que les parfums sont pas genrés, mais quand même les femmes se parfument avec un grand plaisir. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas le même rapport à la bouteille quand même. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que vous leur faites hommage quand même avec certaines de vos odeurs. En tout cas, c'est comme ça que moi je le reçois en tant que femme. Jean-Jacques. Bah oui, on essaye de tout faire pour qu'elle soit plus belle, ou en tout cas qu'elle se sente plus belle, ou que le parfum mette en exergue une facette qu'elle a envie de montrer, quoi. C'est chouette. Ou cacher d'ailleurs. C'est assez intéressant parce que le parfum peut aussi cacher quelque chose qu'elle ne veut pas montrer. Par exemple. L'hypersensualité, on va mettre quelque chose de très frais, très végétal, parce qu'on veut pas montrer l'hypersensualité ou sa partie même peut-être sexuelle, parce qu'on considère que c'est quelque chose d'ultra intime et que du coup on veut mettre une barrière. Ou même la prise de pouvoir, on peut mettre un parfum très puissant pour justement prendre le pouvoir sur les gens, pour se protéger des autres comme une espèce de carapace, quoi. Donc encore une fois, le parfum, ça parle vraiment de soi, de son intimité, quoi. Eh bien, nos 5 sens étaient en éveil ce soir sur Sud Radio. Alors, évidemment, en partie l'oreille, en partie le nez, mais tous les autres aussi. On va écouter un petit peu encore avant de se quitter de l'Ibrahim Malouf. M. Tout s'illumine avec M et chez Léa, Ibrahim Malouf sur Sud Radio. Ils se montrent des trucs qui sont pas du tout sages, mes invités ce soir. Je vous remercie d'être venus par ici, tous les deux. Merci Ibrahim Malouf, merci Jean-Jacques. C'était une excellente émission. On est un peu dissipé, on est désolé. Ouais. Mais j'étais en train d'écrire plein de mots. Vous n'oublierez pas cette fois-ci, Ibrahim. J'étais en train d'écrire plein de mots que je voudrais donner à Jean-Jacques pour un futur parfum. Oh là là, trop bien. Le lien a été créé. Alors, Ibrahim Malouf, il est en concert. Vous êtes en concert bientôt, le 17 avril prochain. Et là, c'est complet. Ce sera au Grand Rex, mais restez branchés, chers auditeurs. Il y en a un qui suit à minuit dans un lieu surprise. Le soir même, vous allez peut-être pouvoir aller le voir, ça. Vous savez où? C'est sur votre site que ça sera annoncé, Ibrahim Malouf? C'est annoncé et les gens peuvent prendre déjà leur billet. Mais en effet, c'est un concert, c'est une avant-première, c'est comme une énorme surprise où je ne dis absolument rien. Je n'explique pas ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir. Et c'est dans un lieu tenu secret. Et c'est là aussi une avant-première d'un de mes prochains projets. Eh bien, on sera là. Toutes les créations de l'excellent nez de la Maison Caron, c'est à retrouver sur le site de la maison, tout simplement. Oui. www.parfum.caron.com. Allez, on se quitte en musique. Merci à mon réalisateur Thomas, merci à Sud Radio, ses équipes, à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On approche des 900 000 abonnés sur YouTube. Certains jours, on frôle aussi les 1 million d'écoutes. Sans vous, rien n'est possible et rien n'est impossible. Surtout, à dimanche prochain. Je vous embrasse. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.